Je pouvais pas comprendre la maladie mentale d'une façon purement individuelle. Ça devenait profondément social, communautaire. Je suis tellement ravie, François, d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Tu es psychiatre depuis 2008, mais tu as mené de front quand même 2 grandes études. Tu as fait ton doctorat en médecine et ta maîtrise en musique à l'Université Laval. Et après, tu as embrassé la profession de psychiatre. Je comprenais que c'était la façon dont j'avais envie d'aider l'être humain, finalement. Puis la psychiatrie m'apparaissait vraiment un endroit propice à explorer, à être en contact avec l'autre. Puis aussi, c'était peut-être la spécialité où il y a quand même une certaine dimension d'inconnu. Puis pour moi, c'était important de faire ma psychiatrie. J'étais à Québec avant, j'avais complété mes études en musique et en médecine à Québec, mais j'avais vraiment envie d'avoir une ouverture sur le monde, je dirais. Et puis ça, je l'ai eu là, dès mon arrivée, dès mon jour 1 en psychiatrie à l'Université McGill. Le premier patient que je dois voir, ça s'avère être quelqu'un unilingue, cambodgien. Alors, pour quelqu'un qui arrive de Québec, c'est vraiment un autre univers là, qui m'attend à Montréal. Et puis, ça a été quelque chose de très, très excitant pour moi de faire ma psychiatrie dans ce contexte-là. Puis je sais que pour avoir discuté plusieurs fois avec toi, tu me parles souvent de l'environnement, des communautés autochtones ou des minorités. J'ai été amené à travailler dans le domaine, si on veut, de l'intervention précoce pour la psychose ou le champ du premier épisode psychotique. Puis, je me rappelle, durant cette période-là, d'avoir été interpellé par le fait qu'il y avait beaucoup de gens issus de l'immigration ou qui étaient, si on veut, en position de minorité ethnique dans le contexte de Montréal. Et puis, ça m'avait amené une question, mais pourquoi? Parce qu'on avait appris dans ce temps-là que la psychose, la schizophrénie, c'était supposé être quelque chose d'uniforme partout, à travers les cultures, les sociétés dans le monde. Mais c'était pas tout à fait ça que je voyais. Puis là, je regardais la littérature, puis effectivement, il y avait vraiment cette notion-là qu'il semblait y avoir des taux plus élevés d'enjeux psychotiques chez les immigrants, minorités ethniques. Donc ça l'a amené le chercheur en moi à se poser des questions puis à vouloir aller plus loin. Puis c'est vraiment ça qui a guidé, si on veut, mon parcours, d'étudier l'épidémiologie sociale, c'est quoi le lien entre la société et les enjeux de santé mentale. Je suis allé faire une maîtrise sur ce sujet-là en psychiatrie transculturelle, en épidémiologie. Alors ça, c'est un volet qui s'est construit comme chercheur, puis c'est un peu comme si j'ai été amené à vouloir faire de la recherche sur le sujet de par ce que je voyais dans ma réalité clinique. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que dans ces découvertes-là que tu as élaborées, il y aurait comme une observation que, tu sais, c'est des chocs post-traumatiques, tu sais, que les gens arrivent d'un autre pays, l'adaptation, puis toute la difficulté de se repositionner dans un nouvel environnement, d'avoir fait ce choix-là très spécifique. Tu as dû découvrir quand même des choses fascinantes. Ça a été le début d'un parcours, donc, qui a porté plus spécifiquement sur l'incidence de la psychose chez les immigrants de première et de deuxième génération. Alors déjà là, ça m'a permis de comprendre certaines choses, de voir que les taux plus élevés de troubles psychotiques qu'on observait n'étaient pas spécifiques à la première génération. On les observait aussi dans la deuxième génération, dans ceux qui étaient nés dans la société d'accueil de parents immigrants. Alors ça l'amenait déjà à questionner, OK, c'est pas un phénomène qui est spécifique à l'immigration elle-même ou à ce processus-là. Il y avait aussi la notion que ces taux-là fluctuaient selon les groupes ethniques, selon les lieux où les études avaient été faites. Et ça, je dirais, ça a été une toile de fond pour moi de vouloir aller explorer plus loin. C'est un peu ça qui m'a amené à aller au Royaume-Uni, qui était un peu un berceau, si on veut, un berceau de l'épidémiologie psychiatrique, là, à l'Institute of Psychiatry, associé à King's College London. Et j'ai fait un doctorat là, spécifiquement sur cette question-là, d'essayer de comprendre l'incidence des troubles psychotiques chez les immigrants première, deuxième génération. Mais j'avais la notion que si on voulait comprendre qu'est-ce qui se passait, c'est comme si les chiffres ne suffisaient pas. Il y a quelque chose qui se passait en lien avec la société ou la façon dont les gens vivent. Tu sais, c'est tous les facteurs humains, hein? Sans trop élaborer à la base que le récit des immigrants qui avaient développé un trouble psychotique me disait, c'est que de leur point de vue, finalement, ce qui leur est arrivé, c'était une succession de blessures sociales. C'était une succession
Wow. d'événements. C'est le fait d'avoir vécu une forme de discrimination, peut-être d'avoir une forme de rejet, d'avoir été rejeté par leur famille, par exemple. D'autres personnes, c'était le fait de s'être retrouvés sans abri éventuellement et d'être confrontés au fait que, Mm. ah, moi, je pensais que j'étais né un Anglais britannique avec tous les droits et privilèges des autres. Puis finalement, on se rend compte, tiens, c'est pas comme ça que la société me regarde. Pour moi, c'était ça. Ça a été vraiment l'occasion d'aller pas seulement étudier les méthodes quantitatives, l'épidémiologie traditionnelle, mais aussi d'aller étudier les méthodes qu'on utilise, par exemple, en sociologie, en anthropologie, de faire des entretiens en Mm. profondeur. Et c'est là que ça m'a permis de comprendre vraiment, vraiment de texturer puis de comprendre comment tous ces chiffres-là étaient finalement ancrés sur une toile de tissu social, puis de comment on vit l'expérience, non seulement d'être soi-même, mais de faire partie d'une communauté en interaction avec d'autres communautés. C'est une grande perte de repères. Hein? Puis c'est toute la reconstruction de l'individu dans son nouvel environnement, son nouveau pays d'adoption. C'est énorme. Tu as vraiment fait des recherches très approfondies. Là. Ben, c'est ça, c'était des entretiens en profondeur que j'ai fait pour essayer d'explorer. J'ai utilisé une entrevue qui était vraiment adaptée pour essayer d'aller rechercher le vécu des gens, peu importe le contexte culturel. Là, ça s'appelle le McGill Mhm. Illness Narrative Interview. Alors, essayer d'aller comprendre leur trajectoire, qu'est-ce qui a mené vers la maladie. Et puis, en même temps que je faisais ce processus-là, d'un point de vue académique, à Londres, je travaillais dans le Grand Nord. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais commencé aussi vers la fin de mes études en psychiatrie, vers 2008-2009. J'ai commencé à travailler auprès des communautés inuites, entre autres, là, dans la région, Oui. au Nunavik, là, dans la région circumpolaire, mais au Québec. C'est un parcours qui m'a amené à tellement apprendre et désapprendre beaucoup de choses Mm. que j'avais appris auparavant. J'aime bien quand tu dis ça, c'est apprendre et désapprendre. Donc, c'est d'ouvrir son regard. Quand je suis arrivé dans ces communautés nordiques, j'avais encore l'intérêt d'aller travailler. Bon, j'avais une vision de faire du travail humanitaire, Médecins sans frontières, ou d'aller en tout cas dans aller voir des populations vraiment dans le besoin. Et puis là, soudainement, on dirait j'avais un regard de OK, là, je suis avec des gens chez nous qui font partie de ma société. Ce sont des Québécois. Mm. Et là, je découvrais toute une autre réalité que j'avais jamais appris à l'école ou durant ma formation. Et puis, j'étais amené à exercer la psychiatrie que j'avais appris, mais dans un contexte où les repères étaient complètement différents. Et là, ça m'a amené à me poser des questions quand moi, j'étais confronté à traiter un individu qui se Mm. présente devant moi avec une certaine forme de détresse, souffrance, mais en même temps, je ne pouvais pas faire fi du fait que cette personne-là provenait d'une toile, d'un environnement sur lequel je ne connaissais rien. Je connais rien sur qu'est-ce que c'est que d'être élevé dans Oui, une région parce que circumpolaire. dans le fond, leur culture, même s'ils sont pas très loin de nous, dans le Grand Nord du Québec, ils ont quand même une culture très différente au niveau de leurs valeurs, leurs croyances même. Complètement. Il y avait toutes sortes de notions qui étaient tellement différentes, juste des questions. Quand je rencontrais des patients pour la première fois, puis souvent nos questions de base, hein, c'est quel âge avez-vous? Mm. Combien d'enfants avez-vous? Et puis là, ils ne savaient pas toujours comment répondre à cette question-là, où je voyais comme, ben, qu'est-ce que vous voulez dire là? Oui, C'est OK. comme, ben, j'ai eu un tel enfant biologique, un tel, mais j'ai adopté un tel, sauf que je m'occupe aussi de l'enfant de alors, Ah ça devenait oui! comme, c'était complètement, oui, tout à fait. Wow! Alors, c'est là que je réalisais, OK, juste la notion de la famille, la notion de quel est mon tissu La social, la communauté. communauté était complètement, Mhm. complètement différente. Et c'est des gens qui, pendant que j'étudiais l'immigration, pendant ce temps-là, et le fait d'être une minorité ethnique dû au fait de l'immigration, ben, là, il y avait comme ce paradoxe-là chez les populations autochtones, chez les Inuits, du fait que ces gens-là n'ont pas immigré, en fait, mais ils se sont retrouvés dans la même société. En fait, c'est un peu l'inverse. Chez les Inuits, c'était une population qui était auparavant nomade et qui s'est Mm. retrouvée d'une Ouais. certaine façon Mm. sédentarisée en raison de toutes sortes de forces. Quand moi, je voyais ça, je voyais toute une succession aussi de traumas Ouais. qui avaient été vécus par ces communautés-là Mais on collectivement. pourrait dire, comme Boris Cyrulnik l'a dit, tu sais, c'est toute la mémoire cellulaire. Hein. On sait maintenant que c'est imprégné en nous. Donc, toi, en tant que chercheur, psychiatre, clinicien,
tu as pris conscience de tout ça, c'était comme révélateur. Ça devenait comme un non-sens que je reçois un patient comme individu, un individu qui a une souffrance, qui a une détresse, mais que je devais traiter ce patient-là alors que ça devenait évident pour moi de comment il fait partie d'une toile qui l'avait influencé, Mm. qu'il avait vécu finalement des traumas qui étaient partagés par des gens de sa famille, des gens de sa communauté. Puis je voyais aussi des gens qui réagissaient aux changements dans leur environnement. Alors là, les changements climatiques, on était aux premières lignes, puis là-bas, c'était très clair pour moi, le même en 2010, que c'était déjà en train de se passer. Les gens réagissaient, le ressentaient. Donc, tout ça faisait que je ne pouvais pas comprendre la maladie mentale d'une façon purement individuelle. Ça devenait profondément social, communautaire. Ça prenait une vision vraiment C'est tout un holistique. écosystème, autant Mhm. dans le physique, la géographie du milieu, mais aussi dans l'écosystème de l'individu. Ben, complètement. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, dans les populations inuites, que je remarquais, Oui. plusieurs communautés autochtones vont avoir ce qu'on dirait une vision écocentrique d'eux-mêmes versus la Mm. norme, si on veut, occidentale, où on va parler d'une vision anthropocentrique, hein. C'est comme si le monde tourne autour de l'être humain. Mais dans les populations autochtones, inuites notamment, c'est un peu l'inverse. C'est comme si une partie de notre identité, c'est notre territoire, c'est notre environnement, c'est le climat, c'est les animaux qui nous entourent. De ce point de vue-là, si l'environnement souffre, ben, il y a aussi une Mm. partie de nous-mêmes qui souffre, qui vit le deuil. Et ça, on le voit aussi chez d'autres communautés immigrantes que j'ai étudiées. Alors, dans mon doctorat, c'était clair qu'une partie de leur identité, de la façon dont ils se voyaient, était en relation avec leur famille, avec leur communauté, avec le tissu social. Alors, s'il y avait un bris dans ce tissu social-là, s'il y avait une perception d'un rejet, un Mm. isolement, le fait de se retrouver, certaines personnes avaient été rejetées, par exemple, par leur famille pour ne pas avoir rencontré les attentes familiales. Alors ça faisait partie de leur récit. Alors ça créait une souffrance énorme chez les gens dont le sens de qui je suis dépend de qui m'entoure puis avec qui je suis en relation. Donc autant ce que j'étudiais avec les immigrants et ce que j'observais en travaillant avec les Autochtones, c'était à quel point on ne peut pas penser à notre santé mentale sans penser à notre environnement. C'est très intéressant hein, d'avoir fait une démarche et d'avoir fait ce choix, parce que c'est quand même noble d'avoir ouvert son regard sur une problématique sociale, on pourrait dire culturelle, et toute la volonté de vouloir intégrer ces communautés dans une continuité de qui ils sont et qu'ils puissent reprendre le plein potentiel dans leur nouvel environnement Mhm, mhm. et de reprendre leur pouvoir. Je sais qu'à travers tout ce que tu fais maintenant, et tu sais, la méditation que tu pratiques, ça t'a aussi ouvert une porte d'entrée quand tu rencontres certains patients, d'essayer d'avoir peut-être un recul, un regard un petit peu différent. Dans la compréhension de la souffrance, Mhm. qui se manifestait par des enjeux de santé mentale pour lesquels on pouvait être amené à apporter un diagnostic. Ce qui était clair, c'est qu'il y avait un processus de causation sociale qui menait vers ça, mais c'était aussi clair la conséquence de ça, tant de par mes récits qualitatifs, donc les études que j'ai faites, que parce que me disaient mes patients dans le Nord, que le processus de réparation, aussi le processus de Mm. guérison, était social, lui aussi. Alors, on devait en tenir compte. On devait inclure cette En fait, c'est dimension-là. fondamental. C'est fondamental, Je oui. pense que dans un processus de guérison, ce que tu dois observer souvent, c'est que dans la communauté, le soutien, l'environnement va jouer un rôle crucial. Complètement, complètement. Puis ça devenait que, ça ne veut pas dire que j'utilise pas la psychopharmacologie. Elle a un rôle, mais souvent, les interventions, quand je travaillais dans le Grand Nord, j'essayais de le faire le plus possible dans un consensus, d'essayer de Mm. trouver les personnes significatives autour de cette personne-là, de voir comment mettre un filet de sécurité autour de la personne. Mm. Puis aussi, des fois, c'était de les ramener à certaines valeurs fondamentales qui faisaient partie de leur culture. Ça m'amène à la méditation d'une certaine façon parce que c'était quelque chose que j'observais entre autres dans le Grand Nord. Il y avait quand même
un environnement qui m'amenait à contempler quelque chose qui est plus grand que soi, la beauté de ce territoire-là. Et puis, malgré la souffrance que je voyais dans le Grand Nord, on voyait aussi énormément de résilience qui venait du tissu communautaire, du tissu social, puis de la relation avec le territoire. Maintenant, la méditation, bon, j'avais appris dans la dernière décennie, de plus en plus, c'était une modalité qu'on reconnaissait pour ses effets thérapeutiques. Alors, il y a eu beaucoup de programmes, là, ce qu'on appelle le Mindfulness-Based Stress Reduction, qui avait des données vraiment probantes, pas juste pour les troubles dépressifs, mais aussi pour différents enjeux en santé, en médecine, enfin, incluant la gestion de la douleur, puis sur d'autres aspects. Alors, je me suis intéressé à ça, mais là où je suis allé vraiment plus loin, c'est quand j'ai eu moi-même mon propre parcours par rapport à la santé et que je me suis retrouvé moi-même à vivre mon propre récit, si on veut, et mon propre narratif de la maladie. Alors ça a été tout un cheminement, mais parmi les outils que j'ai eus et qui m'ont profondément aidé, ça a été justement de comprendre le lien un peu entre le corps et l'esprit et d'apprendre la méditation sous différentes formes. C'est là un peu que j'ai appris à ne pas m'identifier avec les pensées. Je connaissais ça de façon théorique. Je savais déjà que c'était parmi notre arsenal thérapeutique. Je veux dire, oui, on a la psychopharmacologie, on a la psychothérapie, qui sont déjà des modalités là, bien connues, bien établies en psychiatrie. Mais la méditation en était une autre modalité. Bon, puis il y a aussi toute cette compréhension-là des facteurs, on va dire, sociaux, environnementaux. Alors ça, c'était quelque chose qui devenait très évident. J'ai commencé surtout avec, justement, de façon formelle, avec le programme de 8 semaines de gestion du stress axé sur la pleine conscience, le programme qui a été développé par Jon Kabat-Zinn. Mais j'ai exploré éventuellement aussi la méditation selon des traditions bouddhistes un peu, puis éventuellement aussi telle qu'enseignée par Dr. Joe Dispenza, avec des approches aussi de cohérence cardiaque, le pouvoir de la respiration. Puis tout ce que ces modalités-là ont fait, c'est de faire le lien avec soi, puis d'apprendre en partie à se désengager ou à cesser de s'identifier avec nos pensées. Au cœur de beaucoup d'enjeux de santé mentale, mais physique aussi, il y a ce processus-là qui se passe. On est vraiment aux prises avec notre superbe outil là, qui est notre esprit. Mais cet outil-là là, qui tourne constamment, puis quand on pense que ce qu'il dit, on croit que c'est la vérité, puis on s'y identifie, ben, ça peut nous jouer des tours. Exact. Mais un des exemples qui me vient en tête, c'est, entre autres, quand je suis retourné dans le Grand Nord, c'était clair pour moi qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait le lien avec ces patients-là n'était pas le même. Puis ma compréhension de moi-même, ma position avec eux. C'est parce que toi, tu avais changé aussi. Oui. Puis les patients le percevaient. Alors les patients que je revoyais, certains qui me connaissaient déjà, d'autres non, mais soudainement se sentaient à l'aise de me dire des choses qui... Ils n'auraient jamais dit ça au psychiatre quelques années avant, de craindre d'être étiqueté. Oh, il va penser que c'est dans ma tête, ou il va appeler ça psychose, ou peu importe. Mais c'est comme si là, ils avaient la confiance qu'ils avaient un espace sécuritaire pour partager ces aspects-là. Mais ils sentaient que j'avais vécu certaines choses. Et puis j'ai un de mes patients, en tout cas, ça, c'était une rencontre fascinante. Je me rappelle parce que je le réécoutais, mais j'ai réécouté avec tellement d'autres repères que on dirait que j'étais capable d'avoir un sens ou d'interagir avec quasiment tous les aspects du discours. J'étais capable de le comprendre d'une façon complètement différente. Et finalement, je le voyais comme quelqu'un qui était toujours quelqu'un de très sensible, qui ressentait beaucoup les choses, mais qui se trouvait toujours en tension avec son environnement social. D'où la détresse qu'il vivait, et j'étais capable de lui refléter ça. Une nouvelle compréhension de lui qui n'était pas du tout celle qu'on avait auparavant là, dans son dossier. Et puis, ce patient-là, éventuellement, m'a regardé et puis il dit, Dr. Bourque, what happened to you in the last few years? Oh yeah. How did you grow so much wiser? C'est fantastique! Je suis parti à rire. Et ça m'a amené, en tout cas, ça m'a amené sur une conversation. J'ai dit, la maladie, c'est pas juste quelque chose que les patients ont. Nous, comme médecins aussi, on peut avoir nos propres parcours. Et là, il y avait toute cette résonance-là, cette cohérence-là avec ce patient-là, une nouvelle compréhension.
Et puis ça a eu des implications, je veux dire, même au niveau de son diagnostic qui n'était plus nécessaire. Je veux dire, j'ai fait l'évaluation appropriée, mais je voyais que, OK, on avait des limitations à comprendre qui était cette personne-là. Et avec d'autres outils, avec une autre façon d'être, de comprendre les Mm. choses, ça changeait le diagnostic qu'on pouvait porter. C'est incroyable, hein? C'est une expérience tellement renversante, ce que tu partages. Écoute, François, on aurait tellement de sujets, mais là, je te remercie énormément pour cet échange très fructueux. C'est du fond du cœur. Merci, Brigitte.